Niveau 1, 10 questions. Regardez l'image. Écoutez les 4 propositions et choisissez celle qui correspond le mieux à l'image. Question 1. A. Quelle belle ville! B. L'eau est froide, rentrons. C. Chut, tu vas lui faire peur. D. Il pleut depuis 3 jours sur cette plage. Question 2. A. Voilà votre carte d'embarquement, monsieur. B. Vous avez des bagages à enregistrer? C. Je vous donne la chambre numéro 2. D. C'est pour envoyer un colis? Question 3. A. Au secours! B. Au lit. C. À table. D. À l'eau? Question 4. A. Mais éteins la lumière. B. Mais allume la télé. C. Mais ouvre la fenêtre. D. Mais allume la lumière. Question 5. Bon, vous allez A. laver la voiture, B. prendre une douche, C. essuyer la table, D. ranger la salle de bain. Question 6. Bonjour. A. Une baguette, s'il vous plaît. B. 2 kilos de tomates, s'il vous plaît. C. 3 côtelettes, s'il vous plaît. D. Un bouquet de roses, s'il vous plaît. Question 7. A. J'ai faim, B. j'ai soif, C. j'ai sommeil, D. j'ai chaud. Question 8. A. Joyeux anniversaire! B. Joyeux Noël! C. Bonne fête! D. Bonne année! Question 9. A. Michael saute dans la piscine. B. Michael sort de la piscine. C. Michael nage dans la piscine. D. Michael n'a pas envie de se baigner. Question 10. A. La randonnée en montagne est un sport pour toute la famille. B. L'escalade est un sport qui peut être pratiqué par tous. C. Cet enfant aime l'équitation. D. La natation se pratique aussi bien en salle qu'en plein air. Écoutez la question et les 4 réponses. Choisissez la réponse qui correspond le mieux à la question. Question 11. Bonjour, comment vas-tu? A. Avec plaisir. B. Bien, et toi? C. Jean-Marc, et toi? D. À la bibliothèque.
Question 12. Aimeriez-vous une autre tasse de thé? A. Certainement, j'adore le café. B. Je vous en prie. C. Je n'ai plus faim, merci. D. Volontiers, merci. Question 13. Quel temps fait-il? A, Il neige. B, Il est 8 heures. C, Il y a 3 heures. D. Cet après-midi. Question 14. Où habites-tu? A, Dans le 3e arrondissement. B, De Nice. C, Pour Sophie. D, Depuis 3 ans. écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Pardon, madame, vous savez où je peux trouver un fleuriste dans le quartier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous en avez un au bout de la rue à droite. Vous verrez. C'est à 3 minutes à pied. Merci, madame. Bonne soirée. Au revoir. Question 15. Quelle est la réponse de la dame? Bonjour, vous êtes bien à l'agence de voyage Le Monde vous appartient. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Question 16. Que doit faire la personne qui entend ce message? Niveau A2. Regardez l'image, écoutez les 4 propositions, puis choisissez la réponse qui convient le mieux à l'image. Question 1. A, Cette omelette me paraît excellente. B, Tu veux encore un peu de café? C, Monsieur, ce café est délicieux, mais je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. D. Attention, Carole, tu as mis trop de sucre sur ces beignets. Question 2. Cet homme A, attend le train, B, a manqué son train, C, va prendre le train, D. descend du train. Question 3. Oh zut, il pleut et... A, J'ai pris mon parapluie. B, J'ai vu mon parapluie. C, J'ai oublié mon parapluie. D. J'ai lancé mon parapluie. Question 4. A, La vraie salade niçoise se compose d'anchois et d'artichauts. B, La préparation d'un magret de canard exige une grande concentration. C, La soupe aux champignons est ma spécialité. D. Pour la tarte tatin, il me faut des pommes et du sucre. Écoutez la question et les 4 réponses. Choisissez la réponse qui correspond le mieux à la question. Question 5. Pardon, monsieur, vous savez où je peux trouver un distributeur automatique dans le quartier? A, Combien vous voulez? B, Ah, je n'ai pas de monnaie sur moi. C, Un peu plus loin, au bout de la rue.
D. Non, non, mais il n'y a pas de mal. Question 6. Pendant la nuit, avez-vous entendu quelque chose? A. Non, aucun. B. Non, rien. C. Non, personne. D. Non, tout le monde. Question 7. Allô? Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Duvallon, s'il vous plaît? A. Entendu, il vous attend à 14 heures. B. Non, nous ne faisons aucun remboursement, monsieur. C. Veuillez patienter, s'il vous plaît. D. Oui, il est disponible pour un tennis. Question 8. Tu sais qu'Olivier organise un barbecue ce soir? Tu y vas? A. Non, je n'achète pas de saucisses. B. Évidemment, c'est mon meilleur ami. C. Sans doute, mais la réunion est reportée. D. Oui, je vais faire du feu si tu veux. Question 9. Quelle est votre date de naissance? A. Le 12 mai prochain. B. Le 22 juin 1976. C. En 1990. D. À Bordeaux. Question 10. Excusez-moi, madame, est-ce que vous avez l'heure? A. D'accord, à plus tard. B. Dans peu de temps. C. Il y a quelques heures. D. Il est 9 heures. Écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Le petit Victor attend sa maman à l'accueil du magasin. Question 11. Que dit cette annonce? À partir de mercredi, la canicule apportera des températures bien au-dessus des normes saisonnières. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Le temps sera très sec avec des vents violents dans le bassin méditerranéen. Question 12. Qu'annonce ce bulletin météorologique? Le train numéro 6610, en provenance de Marseille-Saint-Charles et à destination de Paris-Gare de Lyon, départ initialement prévu à 9h56, va entrer en gare voie E. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Question 13. Qu'annonce ce message? Bonjour, je voudrais une chambre double avec douche, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Vous prendrez 2 petits déjeuners? Oui. À quelle heure doit-on quitter la chambre?
Avant 10 heures. Voilà les clés. Vous me réglerez en partant demain matin. Bonne soirée. Question 14. Quand faut-il payer la chambre? Salut Martine, alors, est-ce que tu te sens mieux ce matin? Oui, un peu, je te remercie. Mais ce voyage m'a épuisée. Je crois que je vais faire une bonne sieste cet après-midi. Question 15. Comment va Martine? Suite à un incident de voyageurs, la circulation du métro est interrompue sur la ligne 1 pour une durée indéterminée. Tous les voyageurs sont invités à descendre de la rame et à emprunter les correspondances de bus. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Question 16. Que doivent faire les voyageurs? Niveau B1. Regardez l'image, écoutez les 4 propositions, puis choisissez la réponse qui convient le mieux à l'image. Question 1. A. Taisez-vous, laissez-moi écouter la conférence. B. Viens, on repart. Il y a vraiment trop de monde ici. C. Tout est prêt. Il ne reste plus que le conférencier qui ne va pas tarder à arriver. D. Je voudrais une table pour 3 personnes, s'il vous plaît. C'est pour dîner. Question 2. A. C'est un château médiéval. B. C'est une chaumière normande. C. C'est un mât provençal. D. C'est un immeuble moderne. Écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Service clientèle, bonjour. Allô? Bonjour, ici Madame Duval, voilà. Depuis ce matin, je n'ai plus de connexion Internet. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé plusieurs fois de me connecter, mais j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai un message d'erreur. Mon ordinateur ne reconnaît plus la connexion Internet. Et quel est votre... Puis vous comprenez, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a vraiment un problème. Je comprends bien, madame, mais quel est... Il faut absolument que j'ai une connexion avant la fin de la matinée. C'est mon outil de travail. Oui, mais il faut... Non, parce que dans ces conditions, moi, je change d'opérateur. Écoutez, madame, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous dire qu'il faut en fait vous adresser directement au service technique. Vous êtes ici au service clientèle et je ne peux rien faire pour vous. Oh là là, c'est pas vrai. Il faut que je m'adresse à quelqu'un d'autre alors? Je peux vous transférer si vous voulez. Et comment? Question 3. Quel est l'objet de cet appel? Question 4. Qu'est-ce qui explique l'énervement de Madame Duval? Tiens, salut Agnès, ça va? Alors ça y est, tu l'as trouvé ton nouvel appart? Oui, mais j'ose pas encore y croire. C'est vraiment l'appart de mes rêves, grand, plein de charme et surtout très bien situé. Et à 5 minutes à pied de mon boulot.
En plus, le loyer est tout à fait abordable. Oh, génial. Alors t'emménages quand? Attends, pas si vite. Le propriétaire n'a pas encore approuvé mon dossier. Mais bon, je vois pas pourquoi il serait refusé. Je saurai ce qu'il en est après-demain ou plus tard. Question 5. Quelle est la situation d'Agnès? Question 6. Quel est l'état d'esprit d'Agnès? L'épreuve va commencer dans 5 minutes. Je vous rappelle qu'aucun dictionnaire n'est autorisé. Vous disposez de 2 heures. Vous ne pouvez quitter la salle avant la fin de l'épreuve. Question 7. Quel message est donné aux candidats qui passent cette épreuve? Tiens, salut Marc, tu vas bien? Bah moi oui, mais c'est à toi que je devrais demander ça. T'as le bras dans le plâtre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh la tuile, je te raconte pas. Je me suis cassé le bras en faisant du ski il y a 2 semaines de ça. J'ai été obligée d'abréger mes vacances d'hiver. Et en plus, je peux même pas conduire. Ah, ma pauvre Julie, je suis désolé pour toi. Ça doit pas être drôle tous les jours. T'en as pour combien de temps? Les médecins m'ont dit au moins 1 mois de plâtre sans compter la rééducation. Enfin bref, d'ici 2 mois, je pourrais reprendre le tennis, mais pas avant. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour t'aider? Tu veux que je te ramène chez toi? Non, c'est gentil, je te remercie. En revanche, tu pourrais venir faire 1 ou 2 heures de ménage. Question 8. Qu'est-il arrivé à Julie? Question 9. Lorsque Marc découvre ce qui est arrivé à Julie, quelle est sa réaction? ParisTech propose à ses étudiants internationaux de nombreux cours de langue et culture française pendant leur scolarité. Chaque établissement partenaire offre une gamme d'enseignements de français diversifiés pour que chacun puisse y trouver un apprentissage approprié et une meilleure connaissance de la culture française. Sur notre site internet, vous trouverez les spécificités de chaque établissement, leurs exigences de niveau, la nature des cours, les contacts, ainsi que toutes les informations nécessaires à une excellente scolarité. Question 10. À qui s'adresse cette annonce? Bonjour madame, je voudrais obtenir un certificat de scolarité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mais vous ne pourrez l'obtenir qu'une fois votre inscription à l'université définitive, c'est-à-dire quand vous aurez payé vos droits d'inscription. Question 11. Que veut l'étudiant? Bonjour madame Fernandez, prenez place, je vous prie.
Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Oh, mais c'est bien naturel. Votre CV est impressionnant. Et j'avais quelques questions à vous poser concernant la lettre de motivation et le CV que vous nous avez envoyé. Oui, lorsque j'ai vu l'annonce pour le poste dans le journal, ni une ni deux, je me suis dit que j'avais le profil idéal pour ce travail. Et justement, vous souhaitez travailler comme contrôleur de gestion au sein de notre pôle de l'administration centrale, et je vois que votre expérience acquise en cabinet d'audit est plutôt grande. Vous avez travaillé chez les plus grands. Félicitations. Merci monsieur, j'ai en effet, je peux le dire, un bon bagage de ce côté-là. Et c'est justement tout cela qui me chiffonne un peu. Vous voyez, votre CV est impeccable. Vos expériences excellentes et vous postulez sur un profil qui conviendrait bien mieux à quelqu'un avec un peu moins d'expérience que vous. Qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans cette fiche de poste? Vous savez comme moi, monsieur Dufranc, que le marché du travail est ce qu'il est et que les places sont chères. Alors une place de contrôleur de gestion, vous pensez? Oui, je vois. En fait, je pense que nous pourrions faire affaire ensemble, mais pas pour ce poste particulier. Je recherche aussi le responsable du pôle de l'administration centrale qui vient de nous abandonner pour aller à la concurrence. Tant pis pour lui. Sa motivation devait être bien faible pour continuer avec nous. Bon, ce poste vous conviendrait mieux. Qu'en pensez-vous? On pourrait vous faire une période d'essai de 2 mois? Question 12. Selon le directeur, quel est le problème de la candidate? Question 13. Que propose le directeur? Bonjour madame, je souhaiterais ouvrir un compte s'il vous plaît. Bonjour. Alors, il faut que vous remplissiez ce formulaire. Voulez-vous également un compte épargne à 3%? Non. Non, pour l'instant, un compte chèque me suffira amplement. En revanche, j'aurais besoin d'une carte bleue. D'accord, donc voilà un autre formulaire à remplir pour la carte. Pour la carte à débit immédiat, c'est 70 € par an et 85 pour celle à débit différé. Laquelle préférez-vous? Oh, je vais prendre la moins chère. Dans combien de temps est-ce que je recevrai ma carte? Sous une dizaine de jours, mais comptez au moins 15 jours pour le chéquier. Question 14. Que désire le client? Je voudrais porter plainte. On m'a volé ma voiture. Très bien. Je vais prendre votre déposition, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Question 15. Où se passe cette scène? Allô, bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Allô? Oui, je vous écoute. Je voulais vous demander, il s'agit d'un modèle de quelle année? De 2003. Ah oui, alors elle a 6 ans quand même. Ça commence à faire pas mal, surtout par rapport au prix que vous en demandez. Et elle a combien de kilomètres? Seulement 30 000. On l'utilise très peu, vous savez. De plus, elle a été régulièrement entretenue et n'a jamais dormi dehors. Et puis, au niveau de la carrosserie, elle est en parfait état. Mon mari vient de changer les 4 pneus et a passé le contrôle technique le mois dernier. C'est une affaire. Ouais, bon, enfin, disons que je pensais qu'elle était plus récente. Et dans quel état est l'habitacle? Comme neuf, monsieur, je vous le disais, elle a très peu servi. On ne s'en servait que les week-ends, et encore. Et alors, pourquoi la vendez-vous? Mon mari vient de prendre sa retraite, alors on a plus besoin de deux. Ce que je peux vous proposer, c'est de venir la voir si vous le souhaitez. Et pourquoi pas? Enfin, bon, je vais réfléchir et je vous rappelle. Merci pour ces renseignements. Au revoir, madame. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Question 16. Que vend cette dame?
Question 17. Quelle est la position de l'acheteur potentiel? Question 18. Pourquoi la dame veut-elle la vendre? Salut chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais au travail aujourd'hui. Comment, qu'est-ce que je fais là? Ne me dis pas que tu as oublié. J'ai pris mon après-midi pour me préparer à notre soirée en amoureux pour nos 15 ans de vie commune. Et toi, t'arrives comme une fleur en me demandant ce qui se passe. J'avais pas oublié, je te faisais une blague. On va pouvoir dîner à la maison en amoureux tous les deux ce soir. Laisse-moi 1 minute et je reviens avec une bonne bouteille de champagne. Quoi? Tu as aussi oublié notre soirée au restaurant du château? C'est quand même formidable. On a réservé il y a plus de 4 mois. Je te remercie vraiment pour l'importance que ça a pour toi, vraiment. Question 19. Pourquoi cette soirée est importante pour la femme? Question 20. Que pense la femme de cette situation? Niveau B2. Écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, je recherche un appartement à louer dans le 4e. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Il vous faut combien de pièces? Au moins un F4 ou F5. 80 mètres carrés minimum. Bien situé, calme, en étage élevé et avec ascenseur. Pas facile à trouver dans ce quartier. J'ai très peu d'annonces, surtout pour cette catégorie de logement. En revanche, à la vente, j'ai plusieurs biens à vous proposer. Ce sont des immeubles neufs où les charges sont réduites. C'est pas exactement ce que je prévoyais, mais on peut creuser la question. C'est où exactement? Oh, vous allez voir, je pense justement à un superbe 5 pièces sur l'île Saint-Louis. C'est au 5e étage, sans vis-à-vis, sur la Seine, avec une vue splendide sur Paris. L'appartement a vraiment beaucoup de cachets. Tenez, voici sa fiche descriptive. Vous souhaitez le visiter? En bas à droite, c'est le prix de l'appartement? Oui, mais c'est le prix demandé. Le propriétaire est sans doute prêt à négocier. Bon écoutez, je vais réfléchir. J'en parle à mon mari et je vous recontacte si nous sommes intéressés. C'est parfait, on fait comme ça. À bientôt alors. Question 1. Quelle phrase correspond le mieux à la situation? Question 2. Comment se termine l'échange? Non, Paul, sur le plan c'est à droite. Pas à gauche, tourne. Écoute, Yannick m'a indiqué un raccourci pour aller à la cathédrale Saint-Georges, alors laisse-moi faire. Et en plus, c'est là qu'on a fait le baptême du petit Charles le mois dernier. Alors tu penses si je connais l'endroit? On y sera dans 3 minutes. J'espère, parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Où est-ce que tu as mis l'enveloppe avec le faire-part et l'invitation? Au fond du sac, derrière. Mais je trouve pas, c'est pas possible. Calme-toi, tu vas pas faire une tête d'enterrement juste parce que tu trouves pas le faire-part et qu'on a pris un autre chemin pour aller à l'église. Et les alliances, tu les as prises? Je te rappelle que c'est quand même toi le témoin. Mais oui, t'inquiète pas.
Mais bon, j'ai l'habitude. On va encore être les derniers. Bon, enfin, j'espère qu'on sera là au moins pour le lancer du bouquet. Parce que crois-moi, je compte bien l'attraper. Ouh, mais alors ça veut dire que j'ai encore 1 an pour enterrer ma vie de garçon. Question 3. À quelle célébration se rend ce couple? Question 4. Pourquoi la femme est-elle irritée? Bonjour, entrez, je vous prie. Bonjour monsieur, enchanté. Asseyez-vous. Je vous remercie de vous être libéré aussi rapidement. Voilà. Je n'irai pas par 4 chemins. Vous avez un CV qui m'intéresse, quoique un peu léger sur le plan de l'expérience de terrain. En revanche, vous avez une solide formation technique. Alors, justement, pourriez-vous me parler un peu de vos expériences professionnelles? Oui, bien sûr. Juste après mes études, j'ai effectué un stage pour une chaîne étrangère. J'étais stagiaire, certes, mais on m'avait donné des responsabilités importantes et ce stage m'a permis de perfectionner mon anglais. Par la suite, pendant 2 ans, j'ai travaillé comme cadreur pour une grande chaîne de télévision. Et pourquoi avez-vous quitté ce poste? Malheureusement, comme la chaîne a eu beaucoup de problèmes financiers, il y a eu des suppressions de postes et comme j'étais l'une des toutes dernières recrutées, je me suis retrouvée l'une des toutes premières remerciées par la direction. Oui, je vois, d'accord. Je comprends. Alors, le poste est basé à Paris, mais seriez-vous prête à travailler le week-end et éventuellement effectuer des déplacements en province ou à l'étranger? De nombreux tournages se déroulent en dehors de nos frontières, vous savez. Bien sûr, si ma candidature est retenue, je serai prête à m'investir totalement dans ce travail qui correspond parfaitement à mes attentes. Bien. Alors écoutez, j'ai encore 2 candidats à voir. Quoi qu'il advienne, je vous recontacte avant la fin de la semaine car j'aimerais vraiment finaliser l'embauche avant lundi. Question 5. Quelles sont les réticences du recruteur? Question 6. Pourquoi la candidate est-elle à la recherche d'un nouvel emploi? Question 7. Que va faire le directeur? Alors, Madame Lalonde, vous êtes psychothérapeute et venez de terminer un ouvrage sur les nouvelles familles. Alors, dites-nous, quels sont pour vous les enjeux de la recomposition familiale? Eh bien, la plus grande difficulté consiste à définir les rôles de chacun. Si je vous demandais de me définir le beau-parent, quelle serait votre réponse? Est-ce celui ou celle qui s'investit dans la discipline de tous les enfants du foyer? À partir de quel moment, suivant la vie commune, le nouveau conjoint peut-il porter le qualificatif de beau-parent? Qu'est-ce qui détermine l'entrée dans ce rôle? On comprendra que la composition d'une nouvelle famille est un processus qui exige temps et adaptation aussi bien pour le parent naturel, le beau-parent, que pour les enfants. La famille recomposée n'a pas de modèle. Les nouveaux conjoints devront définir le fonctionnement et le partage des rôles. Les chercheurs l'ont dit et redit, la recomposition familiale est un défi car le pourcentage de rupture est plus élevé que lors d'une première union. Dans tous les cas, elle requiert beaucoup d'amour et de patience. Question 8. Selon Madame Lalonde, quel problème principal se pose face à la recomposition familiale?
Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Eh bien, moi, je viens chercher des conseils parce que je termine mes études de master. Et je suis intéressée, j'ai toujours été intéressée par le milieu associatif et le bénévolat. Et donc, avant de me lancer un peu dans la vie active, c'est vrai que j'ai du temps. Et c'est dur d'avoir une expérience maintenant. Donc, pourquoi pas une expérience dans le bénévolat. Voilà. Et dans quel domaine vous cherchez à être bénévole? Plus ou moins pour l'éducation, parce que j'ai déjà un peu d'expérience dans le domaine de l'éducation. J'ai donné des cours, notamment dans des associations. Et éventuellement, l'envie de voyager aussi. L'envie d'être sur le terrain et donc après n'importe quelle mission. Mais comme j'ai fait des études en relations internationales, vraiment l'envie de voyager, d'être sur le terrain aussi. Et c'est plus simple de passer par un organisme qui met en rapport les candidats volontaires et les associations ou de s'adresser séparément à chacune d'entre elles? Eh bien, je ne sais pas parce que pour l'instant, je prospecte. Donc tout est bon à prendre et je ne peux pas vous dire. Je ferai les deux, je pense. C'est un petit peu comme la NPE? Un petit peu mieux. Question 9. Que recherche l'étudiante interrogée? Question 10. Quelle est sa principale motivation dans cette démarche? Alors Karim, qu'est-ce que tu as fait de beau le week-end dernier? Je suis allé à Lyon avec des potes pour voir la fête des Lumières. C'était super génial. Il y avait du monde partout. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez vu? On s'est baladé dans le centre-ville, sur la presqu'île, sur les berges et dans le vieux Lyon. D'ailleurs, les vestiges romains sont super chouettes. Il y avait des spectacles de son et lumière un peu partout dans la ville. Cette année, par exemple, la façade de la cathédrale Saint-Jean était colorée comme elle a dû l'être au Moyen-Âge. C'était vraiment trop beau. Ah ouais? Et ça a lieu chaque année, cette fête? Ben ouais, et en plus, les événements sont toujours différents. Par contre, les Lyonnais mettent des lumignons à la fenêtre tous les 8 décembre au soir. Et en fait, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. La Vierge aurait sauvé la ville de la peste. Et depuis, ses habitants lui rendent hommage chaque année. Ah tiens, c'est intéressant. J'aurais cru que c'était lié aux frères Lumière. Andouille, tu ferais bien d'aller plus souvent à Lyon. Question 11. D'après cet échange, qu'est-ce que la fête des Lumières? Question 12. Quelle est l'origine de cet événement? Priorité santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène au Mozambique, suivre la fin de l'expédition Zambèze. Depuis le mois de mars, 4 Zodiacs descendent les 2500 km du Zambèze à travers 6 pays, de la source du fleuve en Angola jusqu'à l'embouchure au Mozambique. Une expédition patronnée par le Rollback Malaria et financée par des entreprises privées. À bord, une dizaine de personnes, dont des journalistes et du personnel médical local, avec un objectif, sensibiliser les populations à la lutte contre le paludisme, distribution de moustiquaires imprégnés, tests de dépistage et conseils de prévention. Question 13. Quel est l'objectif de l'expédition Zambèze? Alors, Madeleine Arcan, vous êtes attaqué à un gros morceau, on peut même dire un monstre, c'est le fabuleux monde des soldes et des rabais. Eh oui,
folle de même. Oui, ben oui. C'est une commande, ça? Ou En fait, c'est c'est parti d'une amie qui me disait j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui suive réellement les circulaires pour moi, là, avant les fêtes, pendant les fêtes et après les fêtes, pour savoir si c'est vrai ou pas les fameux rabais. Et je me suis dit, ben tiens, moi, je vais faire ça, puis en même temps, je vais en avoir le cœur net. Alors, je me suis mis à suivre les circulaires pendant un mois. Alors, vous en êtes arrivé à quelle conclusion exactement? Ben, que c'est un monde flou, que c'est vaste et pas toujours très clair. En général, j'en suis venue à 2 conclusions. D'une part, dans le domaine de l'électronique, parce que c'est souvent là où on recherche des aubaines, c'est difficile de s'y retrouver parce que les soldes sont souvent appliqués sur des modèles différents. C'est-à-dire que la comparaison est très difficile. Par exemple, j'essaie de suivre l'évolution des prix d'un téléviseur de marque X, genre 32 pouces avec telle caractéristique. Je le retrouve 3 semaines plus tard, je me dis, ah parfait, wow, il est en solde, c'est vrai. Pour finalement me rendre compte que, bon, le premier a 720 pp, c'est écrit petit de même, là, et l'autre a 1080 pp, alors là, c'est pas le même et c'est souvent comme ça. D'autre part, les rabais sont presque toujours appliqués sur des articles qui vont passer mode, bien sûr, les vêtements, les appareils électro, parce que ça évolue vite. Très rapidement. Le commerçant veut pas te faire un cadeau, mais veut faire de la place pour la nouvelle marchandise et il t'attire dans le magasin avec un solde en espérant que finalement tu vas acheter quelque chose qui est pas en solde parce qu'ils mettent les trucs en solde dans le fond de boutique, comme ça on est obligé de passer à travers la nouvelle collection. Ouais, et d'être attiré par autre chose. Question 14. Que suggère la journaliste qui a mené cette enquête? Question 15. Quelle est la motivation des commerçants en période de solde? Tiens, salut Daniel. Alors, t'as pu t'inscrire au cours que tu souhaitais? Salut Emeline. Bah non, justement. Figure-toi que le cours de Leblanc est déjà plein. Ah bon? Alors je m'y attendais un peu, mais pas aussi rapidement. D'un autre côté, je suis pas surprise. C'est le meilleur. Son cours est toujours pris d'assaut. Et d'une année sur l'autre, le bouche à oreille fonctionne. Paraît que le cours en macroéconomie de Descharnes est pas mal non plus. Ah ouais? Et il reste encore des places, dis donc? Ben je pense, en tout cas, il y en avait encore ce matin. Ouais, mais je vais peut-être faire ça alors. Ah, mais je me suis déjà inscrit sur la liste d'attente pour le cours de Leblanc. Chaque année c'est pareil, tu te rends compte? Du coup, ça me bloque. Question 16. Pourquoi Daniel est-il frustré? Question 17. Que va-t-il faire finalement? La nuit dernière, des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud-ouest. Les habitants du petit village de Kerla ont dû sortir de leur maison. Et vers 2 heures du matin, la municipalité a demandé à tout le monde d'évacuer le village. Les habitants ont passé le reste de la nuit dans le gymnase d'un village voisin. Ce matin, la plupart des maisons étaient encore sous l'eau, mais les violentes intempéries de la nuit dernière n'auraient fait aucune victime. Nous referons un point sur la situation dans notre flash de 10 heures. Question 18. Que s'est-il passé la nuit dernière? Bon, Jocelyne, veuillez annuler mon rendez-vous avec M. Martin, le directeur commercial. Je ne serai pas en mesure de le recevoir cet après-midi et surtout, c'est la dernière personne que je veuille voir après sa piètre performance auprès de nos clients japonais. Ah bon? Mais qu'a-t-il fait? Oh, qu'a-t-il fait? Il a perdu un contrat, avec plus d'1 million d'euros à la clé, vous vous rendez compte? D'ailleurs, je dois immédiatement rappeler M. Ishii afin d'essayer de rattraper l'affaire.
Alors annulez tous mes rendez-vous et ne me passez donc plus aucun appel, je ne suis là pour personne. Entendu. Question 19. Quelle est l'intention de l'homme? Pour Thierry Boisseau, directeur du parc, qu'est-ce qui a justifié le choix de cette région montagneuse et transfrontalière? Alors, la première motivation, c'est qu'on est dans une zone de la planète qui est ce qu'on appelle un point chaud de biodiversité. Donc, du fait des confluents d'influences climatiques, d'influences liées à l'altitude également, hein, on passe de 300 mètres à 3000 mètres en très très peu de temps, eh bien on a une diversité de plantes, d'animaux très importante. Et donc c'est légitime, je dirais, d'avoir un projet pour connaître cette diversité, du fait qu'elle est extrêmement importante ici. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une des missions majeures d'un parc national. On est finalement un espace où l'activité humaine est peu importante, un espace donc qui est sur le long terme va peu changer, en dehors des changements qui sont liés au climat par exemple, et donc c'est un endroit idéal pour faire ce type d'études sur le long terme. Question 20. Quel est le thème abordé par le directeur du parc? Niveau C1. Écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Monsieur Bertrand, vous êtes spécialiste en langue et littérature du Moyen-Âge et historien de la langue. Alors, expliquez-nous d'où vient le vocabulaire du français. Si l'on pouvait photographier aujourd'hui le lexique général de la langue par ses racines, ce qui frapperait de prime abord serait sans doute la grande diversité des origines des mots qui composent le français. En plus de 1000 ans d'histoire, cette langue, dont le fond commun est indiscutablement le latin, s'est enrichie au fil des rencontres entre les peuples de nouveaux mots, empruntés, assimilés, créés de toutes pièces par des locuteurs exprimant, le besoin de nommer des réalités de la vie. Alors, plusieurs tentatives statistiques ont montré qu'environ 87% du vocabulaire français provient du latin. Les 13% restants seraient à partager entre les langues d'origine germanique, 1,35%, scandinave, 0,12%, celtique, 0,08%, et le reste, environ 11%, représenterait un composite diversifié, mais difficilement quantifiable, d'emprunts divers à de très très nombreuses langues, africaines, asiatiques, américaines aussi. Question 1. Que souligne ce spécialiste? Melting Pot au quai Branly. La soirée intitulée Melting Pot, imaginée par le musée du quai de Branly, met la gomme samedi 21 juin dans le cadre de la fête de la musique. Une programmation qui a tout d'un feu d'artifice tendance, culture urbaine et hip-hop, tap dance, percussion corporelle, rap, slam, jing et beatbox. On peut noter aussi, pour les amoureux des arts, que les collections du musée seront en accès libre. À noter donc sur vos agendas le 21 juin de 17h à 21h. Question 2. Que propose cette annonce radiophonique? Le succès des pique-niques et apéros entre voisins.
La multiplication de ces événements répond en fait à une recherche de lien social. La recherche de convivialité parvient à l'emporter sur la météo incertaine. Un peu partout en France, durant les week-ends de printemps, les apéros et pique-niques se multiplient, réunissant les habitants d'un même quartier. Cette initiative s'inscrit dans la droite lignée de la fête des voisins, tradition de plus en plus plébiscitée chaque année, à la ville comme à la campagne. Ainsi, dimanche 15 juin, la partie piétonne de la rue Montmartre, dans le 2e arrondissement de Paris, a reçu quelque 300 personnes. Des tables étaient disposées en quinconce dans toute la rue. Pour la 2e année, les habitants du quartier étaient invités à partager ce repas organisé. Chacun devait apporter son propre déjeuner. Bref, les résidents de Montmartre prennent possession de la rue. Ravis de cette nouvelle attraction, les enfants jouaient ensemble et se ravitaillaient aux tables bien garnies. J'ai prêté des tables et des chaises et les habitants se sont organisés tout seuls, raconte Jacques Bouteau, maire vert du 2e arrondissement, pour qui les apéros et autres pique-niques de quartier ont vocation à créer du lien social. Les deux organisateurs, le conseil de quartier et l'association Le Monde du 2, sont parvenus à préparer cet événement sans débourser un centime. Des partenariats avec les commerçants, quelques prêts et beaucoup de bonne volonté ont permis d'organiser ce pique-nique. Pour les habitants, ces rendez-vous sont devenus incontournables. La vogue de ces rendez-vous de quartier s'est en partie développée grâce à Internet. Question 3. D'après le maire du 2e arrondissement de Paris, quel est le principal objectif de ce type d'initiative ? Question 4. Quel est le coût de ces rencontres pour les organisateurs ? Le recoin des fumeurs. Une soirée techno dans une boîte de nuit parisienne. Ça pulse sur le dance floor. Besoin d'une pause ? Dans le fond de la discothèque, une petite quinzaine de personnes se tiennent à l'écart dans une cage en verre, immobile. Elles ne dansent pas, mais fument, en toute légalité. Ce qui pourrait ressembler à un aquarium est en fait un fumoir comme il en existe de plus en plus dans les discothèques. À l'intérieur, les sons de la techno sont amortis. Il y a des cendriers et des tables hautes pour poser son verre. Une saisissante odeur de tabac froid imprègne illico les vêtements, les cheveux, la peau. Tellement pas agréable qu'on y reste juste le temps d'en griller une, d'absorber sa dose de nicotine. Vu de l'aquarium, ceux qui sont restés sur la piste ont l'air de grands agités, qui secouent les bras, les têtes. De part et d'autre de la vitre, des gens sont en total décalage. Question 5. Quel est le sentiment de cette journaliste ? Voilà tout juste un an, notre pays sortait d'une vague d'émeutes urbaines sans précédent qui avait embrasé plus d'une centaine de quartiers sensibles de notre République. Il avait suffi de 2 éléments déclencheurs rapprochés, la visite tumultueuse du ministre de l'Intérieur sur la dalle d'Argenteuil, un 23 octobre en soirée, suivi quelques jours après de la mort tragique de 2 adolescents dans un transformateur à Clichy, pour que l'embrasement se généralise, largement relayé par les médias. Question 6. Qu'est-ce qui est à l'origine des émeutes urbaines dont parle le conférencier ? C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, cache, et cache, que ça ne se sache, Y et Z. Il est peu d'expressions aussi familières mais aussi obscures que
attire l'arigot. Elle est pourtant courante et transparente, elle signifie en abondance, en grande quantité. Le poète Audiberti écrit « Elle est merveilleuse la vie, elle fabrique, attire l'arigot des clématites et des paquebots ». L'histoire de cette expression est étonnante. Une chanson connue au Moyen-Âge possédait le refrain suivant « L'arigot va, l'arigot, Marie, tu ne m'aimes mi ». De ce terme, on tira au XVIe siècle d'une part le nom d'une petite flûte, un flageolet, le larigot, et d'autre part l'expression « boire attire l'arigot ». Cette expression, on s'en doute, est très fréquente chez Rabelais où elle signifie « boire en abondance, à longs traits, en vidant bouteille après bouteille ». Il y a, semble-t-il, un lien naturel entre le fait de jouer de la flûte et celui de boire avec ardeur. D'ailleurs, pendant des siècles, flûter a signifié boire en abondance. Pensons également à l'expression siffler une bouteille. Et rappelons-nous que le verre à champagne se nomme une flûte. Boire à tire-larigot a été pendant des siècles d'usage aussi courant que festif. C'est à l'époque moderne que l'expression a pris le sens plus général d'abondance et de quantité. Voilà comment un refrain médiéval est à la base d'une expression actuelle à la fois familière, jolie et bizarre. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne jouons plus du larigot. Mais, j'espère bien, nous continuons à festoyer à tire-larigot. A, B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypotaxe, oxymore, Y et Z. Question 7. À l'origine, que désignait le mot larigot? A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore. Trancher le cou du tronc. Couper le tronc de cou. Y. Le mot tohu-bohu est plaisant et fort expressif. Il désigne en général un désordre, un tohu-bohu. On ne se doute pas que le terme est d'origine sacrée. Dans la Genèse, afin de décrire l'état de la terre avant la création, l'hébreu biblique utilise les termes tohu, la solitude, et webhu, le vide. On désignait ainsi le chaos primitif. Cette expression est passée en français au XIIIe siècle, d'abord sous la jolie forme de torul borul. Puis à partir du XVIIIe siècle, la forme tohu-bohu s'est figée. Du sens propre de chaos originel, et sans doute grâce à la répétition expressive que comporte le terme, la langue française est passée à bien d'autres sens. Tout d'abord, celui de désordre. L'exécrable tohu-bohu d'un déménagement, écrit Victor Hugo dans une lettre. Ensuite, celui de tumulte. C'était un vacarme, un brouhaha, un tohu-bohu, s'exclame Huysmans. Enfin, celui d'un ensemble confus de choses mêlées. Toujours Victor Hugo. C'était un des plus ravissants tohu-bohu de tours, de toits, de clochers que j'ai jamais vu. Le terme, on le voit, a inspiré les écrivains. Il a de quoi, en effet, exciter la verve. Il est synonyme tour à tour de charivari, de remue-ménage, de tintamarre, de fatras. Un vrai tohu-bohu. A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore, Y. Question 8. D'après cette explication, quel mot ne correspond pas à l'indécence en français moderne de tohu-bohu? Anis Bouabsa est un personnage très attachant qui consacre son temps à son métier et c'est une passion, on peut même dire d'ailleurs, qu'il a découverte quand il était adolescent pendant un stage imposé par le collège. Et cette année, le grand prix de la meilleure baguette de Paris a changé sa vie et celle de la boulangerie. Gagner ce concours, c'est magnifique. J'ai eu beaucoup d'Allemands qui sont venus visiter la boulangerie, des Américains, des Espagnols, des Suisses. Il paraît que vous êtes sur le circuit des Japonais, c'est ça ? Oui, il y a des magazines japonais qui ont sorti des photos sur la boulangerie.
Même les gens du quartier, ils sont étonnés de voir débarquer autant de personnes comme ça, d'une même nationalité, ensemble. Ça égaye un peu le quartier et tout, c'est sympa. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Toute la soirée, je cuis du pain chaud, donc là, je suis en train d'envoyer des baguettes au four. Et il y a toujours du pain chaud, en fait. Qu'est-ce qui fait que votre pain est excellent? Moi, en fait, je travaille beaucoup sur des longues fermentations. C'est-à-dire que je vais pétrir aujourd'hui et je vais utiliser que la pâte demain pour faire mes pains spéciaux. Donc, en fait, je laisse des très très longs temps de fermentation avec très peu de levure. Donc, ça fait que c'est des pains qui se conservent très bien et qui ont un bon petit goût dans la croûte qui est caramélisée, noisette. Donc, c'est assez sympa. Question 9. Pourquoi ce boulanger est-il subitement devenu célèbre? Question 10. Quel est son secret pour faire du bon pain? Effectivement, le bac a énormément évolué et il ne correspond plus du tout à ce pourquoi il avait été fondé. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut tout à fait, je pense, le supprimer et en tout cas le réformer profondément. Et vous dites même carrément dans votre ouvrage que les bacs professionnels, par exemple, empêchent l'ascenseur social pour les jeunes, les élèves qui sont brillants et qui sont de catégorie modeste. Si vous regardez effectivement par rapport à ce qui se passait dans les années 50, effectivement, il y avait peu de bacheliers, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on était encore à 5-6% d'élèves d'une génération qui arrivait au baccalauréat, donc ça fait quand même franchement pas beaucoup par rapport à maintenant où on est à 63-64%. Mais surtout, vous avez à ce moment-là, vous aviez une sorte de discrimination positive avant l'heure qui faisait que les élèves vraiment dont on sentait qu'ils avaient un réel potentiel intellectuel, on arrivait à les pousser et à ce moment-là vers le bac général, voilà. Et puis surtout les filières après le baccalauréat. Et à cette époque-là, on avait à peu près un peu moins de 30%, ce qui n'est quand même pas rien, des élèves venant des milieux défavorisés qui étaient dans les grandes écoles. Et aujourd'hui, on en est à moins de 5%. Question 11. D'après la personne interviewée, pour quelle raison principale faut-il réformer le bac? Alors, est-ce qu'en France, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, donc depuis le 1er janvier 2007, et dans les cafés, restaurants, discothèques depuis cette année, a déjà produit des effets mesurables sur la santé? Permettez-moi juste avant de vous féliciter pour votre chapeau que vous avez fait d'introduction qui résume très bien la situation. Alors, l'interdiction a déjà eu un retentissement. En effet, il semblerait, d'après les études, que 15% environ en moins d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux ont été constatés dans les urgences et on rejoint par là même les chiffres de Milan et de New York. Depuis le début de cette année? Depuis le début, entre janvier et mi-février 2008. Question 12. Quelle est la phrase qui correspond le mieux aux propos de la personne interviewée? En français, le préfixe bi signifie la dualité. Il est des plus productifs. Un avion biplace, des lunettes bifocales, à double foyer, un accord bilatéral, entre deux parties, un chat bicolore, à deux couleurs, et dans un autre registre, un individu bigame ou bisexuel. Les choses se compliquent quand l'adjectif préfixé désigne une périodicité. Faisons un peu d'arithmétique. Tantôt le préfixe bi divise le laps de temps qu'exprime l'adjectif. Ainsi, bi quotidien signifie 2 fois par jour.
bi-hebdomadaire 2 fois par semaine et bimensuel 2 fois par mois, c'est-à-dire tous les 15 jours. Tantôt, le préfixe bi multiplie le temps désigné par l'adjectif. Bisannuel signifie tous les 2 ans. Pour exprimer la périodicité de tous les 2 mois, on dira bimestriel. Il importe donc de bien distinguer bimensuel, 2 fois par mois, de bimestriel, tous les 2 mois. Exercice pratique avec tri. Trisannuel, tous les 3 ans. Trimestriel, tous les 3 mois, tous les trimestres. Trimensuel, 3 fois par mois. C'est tout simple. Question 13. Selon le professeur, que signifie bimestriel ? Alors, qu'est-ce au juste que la contrefaçon? Est-ce qu'il suffit de fabriquer un produit qui imite l'apparence d'un autre dans le but de tromper le consommateur, ou est-ce que ce mot recouvre autre chose? Non, le mot contrefaçon recouvre, quelle qu'en soit la forme et les modalités, le fait de copier un produit, alors dans sa forme, dans ses caractéristiques, dans son apparence, et de prétendre tromper, et de vouloir, pas prétendre, de vouloir tromper le consommateur en lui offrant un produit qui n'est pas le produit original. Donc ça peut être des contrefaçons de brevets, des contrefaçons de marques, des contrefaçons de dessins. Bref, c'est l'ensemble de la propriété industrielle qui est concerné par la contrefaçon. Alors le mot contrefaçon a une connotation péjorative, sous-entendant un produit de mauvaise qualité. Est-ce qu'il y a des contrefaçons de qualité, Benoît Battistelli? Bien, je crois que la contrefaçon, d'abord, il faut bien voir que c'est un vol. C'est le vol de ce qui appartient à quelqu'un d'autre, qui a investi de l'argent, qui a développé, qui a eu des idées, qui a innové. Donc, par définition, la contrefaçon est quelque chose de négatif. Alors, il y a des contrefaçons plus ou moins réussies, entre guillemets, plus ou moins proches du modèle. Mais ça ne change pas ce qui est fondamental, à savoir que c'est d'abord un produit copié, donc un produit volé. Question 14. Quel est le sujet principal de cet échange ? Question 15. D'après cet échange, quelle est la position de l'homme sur la question abordée ? La crise du logement a des effets directs sur l'autonomie des jeunes qui restent plus longtemps chez leurs parents et sont souvent confrontés, lorsqu'ils quittent leur famille, à des situations de précarité. Pierre Durand est président de la région Pays de la Loire pour l'Union nationale de l'habitat des jeunes. Pour lui, les foyers de jeunes travailleurs apportent une réponse moderne à cette demande nouvelle des jeunes. Les foyers de jeunes travailleurs qui pourtant ont été construits ou pensés en définitive dans une période extrêmement faste, qui était la période des 30 Glorieuses, aujourd'hui ont su s'adapter pour prendre en compte les nouvelles problématiques de la société. Donc ils constituent une opportunité extrêmement importante pour répondre à cette question de la mobilité, qu'elle soit volontaire ou au contraire subie selon les circonstances. Question 16. À quelles problématiques sociales peuvent répondre les foyers dont il est question ? Niveau C2. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bon, maintenant, je vous propose de retrouver un physicien des astroparticules. Il s'agit de Thierry Stolarczyk. Bonjour. Bonjour. Thierry Stolarczyk, vous êtes donc physicien des astroparticules. Vous travaillez au commissariat à l'énergie atomique à l'intérieur de l'Institut de recherche pour retrouver les lois fondamentales de l'univers. Et
J'allais dire, vous êtes un chasseur d'invisibles, un pisteur de particules, un tracker de neutrinos. Comment on devient, quand on fait ses études, comment on devient un tracker de neutrinos? Un peu par hasard, enfin, on a une passion pour l'astrophysique, et puis finalement, le temps passant, on se retrouve à faire de la physique des particules élémentaires, juste à un moment où cette nouvelle discipline qui est l'astroparticule explose, disons, acquiert ses lettres des noblesses, c'était il y a une vingtaine d'années, et puis on se retrouve, à chasser le neutrino, parce que c'est un messager extraordinaire en astroparticules. Alors le neutrino, particule élémentaire de la matière, on ne le sait pas depuis très longtemps, tout cela. Le neutrino, quand est-ce qu'il a apparu dans les communications? Alors la première fois qu'on entend parler du neutrino, c'est dans les années 30, parce que c'est une particule qu'on invente pour expliquer des difficultés qu'on a en physique expérimentale. Et puis 25 ans après, on finit par le détecter et il devient une réalité, alors qu'il n'était au départ que, comme je le disais, une particule ad hoc pour expliquer les problèmes de conservation de l'énergie. Et puis ensuite, comme c'est une particule très difficile à capturer, il a fallu des décennies et des décennies pour qu'on commence un peu à comprendre ses propriétés et qu'on arrive maintenant à l'utiliser comme un messager. Question 1. D'après ce chercheur, quelle est la spécificité de cette particule ? A plus B, syllabe, métaphore. W, oxymore. Sache que ça se cache et cache Y. Il y a du darwinisme dans la langue. Malheur au terme irrégulier, il sera éliminé. Prenez le verbe clore, du latin claudere, de la famille de clavis, la clé. C'était le verbe d'usage courant en ancien français pour signifier fermer. Toutefois, sa conjugaison n'était pas des plus simples. Il close, je clorais, nous closions, etc. On le rencontre, certes toujours, à l'infinitif. Clore, une discussion. Et surtout, au participe passé, siéger à huis clos. Lui, gardé par un huissier, désignant la porte. Il est aussi présent dans ses dérivés, un enclos, une clôture, etc. Mais en tant que tel, il a été remplacé. Issu du latin firmare, fait sur firmus, fermer avait seulement en ancien français le sens de rendre ferme. C'était un terme du bâtiment, employé pour la construction d'une maison, la fortification d'une place. Il en reste encore quelque chose dans le mot ferme, qui désigne en architecture l'ensemble des pièces soutenant le faîtage d'une maison, sa ferme, sa charpente. Mais pour le reste, on est passé rapidement du sens de fortifier à celui de barricader, enfin à celui de clore. Ceci au propre, on ferme la porte, comme au figuré, le cinéma a fermé. C'est devenu le terme d'usage courant, remplaçant l'ancien et usuel clore. Ce n'est donc pas sans ironie grammaticale qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fermé les maisons closes. A plus B, syllabe, métaphore. W, oxymore. Y. Question 2. Quelle est la cause de la disparition de chlore au profit de fermer? Et puis, lors de ces journées, de ces entretiens de la francophonie, un thème était aussi à l'honneur, celui de la troisième francophonie. Qu'est-ce que c'est que ça, la troisième francophonie? J'ai voulu en savoir plus à propos de deux personnes qui prononçaient les conférences inaugurales de cette journée d'études. Il s'agit de Madame Tonnu Tin Ninh, qui est à l'initiative, à l'origine d'une université privée, l'université Tri Viet au Vietnam, et il s'agit de Jean Tabimanga, qui est lui recteur de l'université de Yaoundé au Cameroun. Monsieur Tabimanga, quelle est la teneur particulière de ces 7e entretiens? La substance de ces entretiens est de réfléchir sur
la troisième francophonie. Après celle de la colonisation, celle des indépendances, il y a une francophonie qui est adossée à la mondialisation. Donc vous avez l'impression qu'on est vraiment dans un troisième temps francophone. Hein. Oui. Colonisation, indépendance et maintenant, je dirais pas autonomie, mais enfin quelque chose qui se situe par rapport à cette mondialisation. Absolument, c'est un troisième temps et qui a des enjeux particuliers, cet enjeu de diversité bien sûr culturelle, ces enjeux aussi de développement économique, surtout des pays africains subsahariens et membres de l'OIF, mais cela dans un contexte concurrentiel où d'autres acteurs économiques et culturels ont fait leur entrée dans le champ des coopérations traditionnelles. Il s'agit bien sûr de certain nombre de pays de l'Amérique latine et des pays asiatiques qui ont investi un certain nombre de chantiers stratégiques et structurels importants pour le développement de l'Afrique. Comment est-ce que dans cette troisième étape de la francophonie aborde-t-elle ces questions de la concurrence, ces questions de son positionnement à partir de la définition de son cœur de métier et c'est sa magistrature d'influence. Question 3. Quel est l'objectif principal de ces 7e entretiens de la francophonie? Question 4. D'après M. Tabimanga, quels sont les enjeux de la 3e francophonie? A plus B syllabes, métaphore, W oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y. L'histoire de la langue a suivi l'évolution des techniques et des modes, en particulier celle du costume. Un bon exemple en est, si vous me permettez, la braguette, laquelle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, était tout autre chose qu'aujourd'hui. Le latin bracca a donné d'une part la braie, qui était le pantalon du Moyen-Âge, d'autre part la brague, la culotte. Une braguette, c'est donc une petite culotte, ou plutôt une sorte de poche de forme triangulaire attachée à ses deux extrémités supérieures. On le voit bien par les tableaux de l'époque, il s'agit d'une poche ajoutée aux chausses. Elle est essentiellement et ostensiblement masculine. La braguette a suivi l'évolution du costume masculin. À partir de la fin du XVIIe siècle, elle n'est plus une pièce de ce costume, mais une ouverture dans la culotte puis dans le pantalon de l'homme. Le mot braguette a connu ensuite une double évolution contradictoire. D'une part, une neutralisation, puisqu'on peut parler de braguette pour un pantalon féminin. D'autre part, une spécialisation, puisque braguette désigne par métonymie le sexe et le comportement sexuel de l'homme. À la fin du XIXe siècle, on qualifiait de braguetteur un séducteur sans manière. Et aujourd'hui, aux Antilles, on nomme plaisamment allocation braguette ce que l'administration appelle dignement les allocations familiales. Question 5. Quelle est l'évolution du mot braguette selon le professeur? A plus B syllabes, métaphore, grammaire, W oxymore. Sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache. Y. Ne craignons pas d'être un peu puristes, à bon escient du moins. Je n'aime pas, mais alors pas du tout, que l'on prononce la consonne finale de certains mots. Elle a disparu dès le Moyen-Âge. Il n'est pas nécessaire de la ressusciter. Surtout qu'en ce faisant, on trahit l'histoire de la langue. Quand vous rédigez votre testament, vous laissez des biens à vos héritiers.
Au Moyen-Âge, cette action était désignée d'un nom issu du verbe laisser, c'était un lait. Comme il provenait du verbe laisser, on l'écrivait L-A-I-S et on le prononçait ainsi. Le mot est d'ailleurs resté dans la langue juridique, laquelle est conservatrice. Elle nomme lait des terrains laissés à découvert par la mer en se retirant. À la fin du Moyen-Âge, il est arrivé une mésaventure à notre lait. Tout en continuant à le prononcer ainsi, on l'a rattaché sémantiquement au verbe léguer que l'on venait de créer par calque sur le latin legare. Une série était en formation, léguer, légation, légataire. On lui a rattaché le mot lait que l'on a désormais écrit L-E-G-S. Vous devinez la suite. La tendance contemporaine à prononcer la consonne finale des monosyllabes, out, but, jointe à l'articulation en G de la série légué, légataire, a abouti à la prononciation actuelle et courante, un leg. Il faut pourtant le répéter et rappeler la prononciation correcte. Un lait, c'est ce que vous laissez à vos héritiers, pas ce que vous leur léguez. Encore une ténébreuse affaire de captation d'héritage lexical. Question 6. Quelle phrase correspond le mieux à la position du professeur? Bonjour Françoise Weck, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait paraître il y a peu aux éditions de l'Harmattan un petit livre qui s'appelle Putain d'accent, vous voyez que je le dis en pointu, et qui est sous-titré Comment les méridionaux vivent leur langue, avec des dessins de Thierry Ruiz. Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez l'impression que petit à petit l'accent qu'on appelle de façon global, l'accent du Midi, bien qu'on sache bien qu'à Toulouse, on ne parle pas comme à Nice, ni à Marseille, ni dans les campagnes. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a moins d'importance, qui je nuancerais tout cela. Il est bien évident que la grande majorité des méridionaux ont encore l'accent, et fort heureusement. Tous ceux qui d'ailleurs n'ont pas dans leur vie un espace pour avoir des états d'âme linguistiques, ceux-là portent haut et fort leur accent avec beaucoup de bonheur, beaucoup de brio. Mais bien sûr qu'il y a certains milieux qui sont atteints par cette gangrène et qui donc sont quasiment obsédés par la perte de cet accent. Question 7. Que déclare la personne interviewée? Question 8. Quelle est l'opinion de l'auteur du livre évoqué? On célèbre les 400 ans de la naissance de la ville de Québec, une célébration qui a lieu au Canada, bien sûr, mais aussi en France. Samuel de Champlain, l'explorateur qui a fondé Québec, était originaire de Brouage, dans l'actuelle Charente-Maritime, sur la côte atlantique française. Et c'est tout naturellement que le chef-lieu de ce département, la ville de La Rochelle, fête le 400e anniversaire de Québec. Tu peux me choquer la drisse d'Ospi rouge? Non, vas-y, tire dessus. Vas-y, c'est celle-là. On va ranger les housses, on va enlever les capots des instruments. Et allez, tire. On largue les amarres et on est parti. C'était le 8 mai dernier sur le port de La Rochelle. 45 bateaux de plaisanciers sont sur le départ pour une grande traversée de l'Atlantique en hommage à Samuel de Champlain, fondateur de Québec, et à tous ceux qui ont quitté l'ouest français pour s'installer en Nouvelle-France. Pascal Coutan fait partie des navigateurs. Son bateau s'appelle la Luciole. Il est en train de terminer ses préparatifs. Alors nous, on va descendre jusqu'aux Açores. Et donc après, on remonte très légèrement pour rentrer à Gaspé, à l'entrée du Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent, qui mènera après 400 000, c'est-à-dire 800 km, pour arriver à Québec.
J'ai refait cette route parce que c'est le symbole. C'est vrai que les Québécois sont partis de La Rochelle, entre autres. Il y a beaucoup de Rochelais qui sont arrivés à Québec et puis beaucoup de Charentais. Champlain était lui-même Saintongeais. Moi, je suis né en Saintonge. Voilà. Question 9. Pourquoi cette célébration a-t-elle lieu à La Rochelle ? Professeur Jamet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Ce titre, pour nos ados, soyons adultes, est-ce que ça veut dire que les parents ne sont pas toujours adultes et jouent un peu les copains avec leurs enfants ? Oui, mais c'est surtout qu'ils n'osent pas se montrer adultes. Et actuellement, je pense que les parents dans l'ensemble sont très présents, ne démissionnent pas, sont très impliqués avec leurs ados, mais se sentent très seuls, sont très débordés et ne savent plus, au fond, quelle référence. Ils ne savent plus opposer de résistance. Et je crois que l'adulte, c'est quand même celui qui a un certain nombre de valeurs, de références, et qui résiste aux tentatives, aux tentations de l'adolescent de les bousculer. L'adolescent va se construire dans cet échange, parfois un peu vif ou vigoureux, mais qui lui permet au fond aussi de faire ses preuves tout en étant rassuré par au fond la permanence des parents. Les parents n'osent plus, ne se sentent plus légitimes au fond. Et pourtant l'adolescent a besoin d'un adulte en face. Voilà, ben c'est ça. Pour moi, c'est un peu le sens de ce livre. Il faudrait dire aux parents, osez être adulte, c'est-à-dire osez montrer vos valeurs et osez imposer un certain nombre de limites. Alors, c'est beaucoup plus difficile dans une société ouverte. Mais c'est la rançon d'une plus grande ouverture, ce qui est une chance. Voilà, là aussi, je crois que l'évolution actuelle, beaucoup plus libérale, est une chance quand même. Elle va dans le sens aussi de la vie. Alors, c'est triste que pour 20 ou 25% des ados, cette liberté plus grande qu'ils ont, ils l'utilisent au fond, je dirais, à se taper la tête contre eux, à se taper la tête contre les murs de la société. Question 10. D'après ce chercheur, quelle est souvent l'attitude des parents face aux adolescents ? Anne-Camille Bouillet, nous sommes dans la grande galerie de l'évolution, ici au Jardin des Plantes. Alors beaucoup d'enfants, aujourd'hui, ça se passe bien, c'est très visité ici. C'est très visité, on a un public très familial. Et l'exposition Incroyable Cétacés s'adresse à un public familial. Et donc on l'a conçu aussi dans cette optique-là, avec beaucoup de dispositifs ludiques, beaucoup de gros éléments qui vont intéresser les petits et les grands. Alors on va aller voir ça dans quelques instants. Pour le moment, nous descendons ces marches et puis au-dessus de notre tête, c'est absolument impressionnant. Quel est ce squelette ? Alors ce squelette, c'est un squelette de baleine bleue. Alors très impressionnant effectivement parce que c'est le plus grand de tous les cétacés. Sachant que parmi les cétacés, donc il y a les cétacés à fanon, ce sont les baleines, et les cétacés à dents, ce sont les dauphins, marsouins, belugas, enfin il y en a une très grande diversité. Et c'est ce qu'on a voulu montrer en fait dans ce hall, qu'on appelle communément nous le hall des baleines, parce que cette baleine est exposée en permanence ici, ainsi qu'un squelette de cachalot qu'on va voir un petit peu plus loin. Et on a voulu accompagner ces gros squelettes par d'autres. Donc il y a ici 18 squelettes de cétacés qui sont suspendus et qui nous permettent de montrer aussi cette diversité, parce qu'il y a 80 espèces de cétacés en tout et beaucoup qu'on ne connaît pas du tout. Quelle est la taille de ce squelette qui est au-dessus de notre tête ? Alors il fait à peu près 30 mètres. Et évidemment on en trouve encore des comme ça aujourd'hui dans les océans. Bien sûr on en trouve encore, sachant qu'il y a quand même pas mal de cétacés qui ont été notamment menacés par la chasse et aujourd'hui par les pollutions. Dans la dernière partie de l'exposition on explique un petit peu tout ce qui menace ces animaux aujourd'hui. Question 11. D'après cet échange, qu'est-ce qui caractérise cette exposition ? La plus ancienne maman sur Terre, c'est donc un poisson.
un fossile d'à peu près 10 cm de long. Il est vieux de 380 millions d'années. Ce fossile étonnant, il a été découvert sur la côte nord-ouest de l'Australie. Il portait son petit encore attaché au cordon ombilical. C'est donc le premier embryon fossile découvert avec cordon ombilical et c'est aussi la plus ancienne créature au monde à donner naissance à un jeune. Daniel Gouget, bonjour. 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 Daniel Gouget, vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste de la paléontologie des vertébrés et des poissons. Quelle est l'importance de cette découverte? Est-ce réellement une sorte de grande pierre blanche dans l'histoire du vivant sur notre grosse boule bleue? C'est très important dans la mesure où ça permet de mettre en valeur toute une qualité du nouveau matériel que l'on exploite maintenant en paléontologie. Le gisement dont vous avez dit que c'est dans la côte nord de l'Australie, en fait, c'est pas la côte. C'est à l'intérieur des terres. C'est un poisson fossile. Donc, pour le récolter... Ah oui, d'accord, c'est pas sur le littoral. Donc il n'était pas à côté de l'eau. Justement, ça c'était la côte quand il y avait la mer. C'était un lagon. D'accord. C'est entouré par un récif de corail et dans le lagon, il y a toute une série de nodules, c'est-à-dire des concrétions calcaires qui contiennent des fossiles. Et on a récolté à peu près 10 000 nodules dans cette localité. Et un nodule sur 1000, oui, mais c'est énorme, mais il y a un nodule sur 1000 qui contient un fossile. Hein. Ah oui, d'accord. Et donc, ça supposait, ça a commencé, la fouille a commencé à être faite il y a de cela plus de 30 ans. Et la particularité de ce gisement, justement, c'est que les fossiles sont conservés en 3 dimensions. Question 12. Quelle est la spécificité de la découverte dont il est question dans cette émission? Vous aurez peut-être reconnu le bruit de cette voiture mythique et cette année c'est son 60e anniversaire, la 2 chevaux de Citroën. Et à Dunkerque, dans le nord de la France, au début du mois de mai, les passionnés ont décidé de se retrouver pour souffler les 60 bougies. Des milliers de 2 pattes venus spécialement d'Europe seront présents. Et une seule 2 chevaux venue par la route d'Afrique de l'Ouest va arriver à Bamako. C'est l'opération RFI Bamako-Dunkerque, d'autres RFI partenaires. Et vous vous apprêtez, Thierry Bocoum, vous êtes sur place, vous êtes là-bas, à prendre la route demain. Mais avant tout, peut-être, parlez-nous un peu de vous. Oui, bonjour Laurent, je suis donc Thierry de Bamako, j'ai 48 ans et je suis l'initiateur du club des Amis de la Deux Chevaux au Mali et j'ai également contribué à la création, hormis le Burkina Faso, des clubs de propriétaires de deux chevaux en Afrique de l'Ouest. On a donc créé un club au Mali, le Mali qui comprend 302 chevaux dont 200 à Bamako. Et on a, en novembre 2007, organisé le premier grand défilé en Afrique de l'Ouest, où on a sorti 132 chevaux dans la capitale. Oui, alors pourquoi est-ce que vous avez décidé comme cela de vous rendre en France? Quel sera l'itinéraire? Bien, se rendre en France parce qu'il y a les 16e nationales des clubs français à Dunkerque. Pour les 60 ans de la deux chevaux cette année, je pense que l'anniversaire valait la peine qu'on se déplace. D'abord pour aller saluer mes camarades de schiste européens qui vont venir de tous les pays d'Europe à cette grande fête du 1er au 4 mai. Ensuite, bien pour éventuellement tisser des liens de collaboration, de jumelage entre nos clubs et les clubs européens. Et puis aussi pour leur proposer, pour décembre 2009, je compte organiser à Bamako la première grande concentration de schistes africains et je voudrais proposer aux clubs européens de venir en masse participer à cette grande fête. Question 13. Quel est le sujet de cette chronique?
Certains automobilistes les attendent, d'autres les appréhendent. Quoi qu'il en soit, c'est officiel, les radars photo meubleront les abords des routes du Québec dès l'automne. 9 seront placés près des voies rapides et 6 autres seront installés aux intersections. Transport Québec confirme que les régions de Montréal, de la Montérégie et de Chaudière-Appalaches serviront de banc d'essai. On ne sait toutefois pas quelles seront les routes et les intersections retenues. Mais ces sites devront répondre à des critères, comme le dit le porte-parole de Transport Québec, Terry McKinnon. Ça peut être des zones où on constate des grands excès de vitesse. Ça peut être des intersections où c'est qu'il y a un plus grand nombre d'accidents, soit des sites où la configuration routière ne permet pas au corps policier de pouvoir faire du radar. Les automobilistes qui se déplaceront dans les zones visées seront avertis à l'avance de la présence des radars photo par des affiches. Les conducteurs pris en défaut recevront alors par la poste une photo de leur plaque d'immatriculation en plus d'une contravention. Si le propriétaire du véhicule n'était pas au volant lors de l'infraction, il devra le prouver. Terry McKinnon de Transport Québec. Le propriétaire du véhicule a un délai de 30 jours pour signifier au ministère de la Justice que c'était pas lui qui était au volant, mais c'était une autre personne qu'il doit identifier. L'argent des contraventions sera déposé dans un fonds pour améliorer la sécurité sur les routes. Dominique Brassard, Radio-Canada, Montréal. Question 14. Quelle est l'information principale donnée dans cette chronique? Question 15. Qu'arrivera-t-il au conducteur en infraction? La chronique des années-lumière avec cette semaine Marie-Dominique Beaulieu du département de médecine familiale du CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. Alors Marie-Dominique, vous allez nous parler aujourd'hui d'un gaz qui s'appelle le radon et qui peut causer le cancer du poumon. On en a parlé de temps à autre, mais pourquoi revenir là-dessus maintenant Marie-Dominique? Eh bien, parce que en octobre 2008, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, avec l'Institut national de santé publique, a lancé une campagne d'information sur le radon. Mm-hmm. Et moi-même, en tant que médecin, j'ai reçu cette information qui m'a moi-même surprise. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de creuser un petit peu et de donner de l'information là-dessus. On a des normes, il y a des normes canadiennes, j'imagine, déjà, oui? Oui, alors c'est ça qui a lancé cette nouvelle campagne, c'est que Santé Canada, suite à des études récentes dont on parlera un petit peu plus tard, a réduit considérablement la norme acceptable de radon dans l'environnement, dans les maisons, de 800 becquerels par mètre cube à 200. Donc, c'est quand même une bonne décision à la lumière de nouvelles études qui suggèrent une association entre l'exposition au radon dans les maisons et le cancer du poumon. Question 16. À la lumière d'études récentes, quelles actions ont mené les autorités sanitaires canadiennes?